Je poursuis donc l'examen de la deuxième figure du combat littéraire que je présentais la semaine passée et que j'intitulais « Amis, ennemis, camaraderie, compagnonnage ». Et je terminais sur cette notion la semaine dernière. J'aborderai une troisième figure tout à l'heure. Il s'agit donc de la distinction amis-ennemis au cœur de la vie littéraire, de l'activité littéraire, ou encore de ce que Jules Janin appelle le pays littéraire. Ce qui nous fait penser que c'est plutôt quelque chose comme une guerre civile, cette guerre littéraire, une guerre entre frères ennemis. Et je voudrais aborder son caractère assez fondamental, non seulement pour le commerce, mais aussi pour l'écriture elle-même, et je renvoie à ce terme d'agone que j'avais employé avec le critique américain Harold Bloom pour caractériser la vie littéraire. Il se trouve que le lendemain de mon cours, la semaine dernière, j'allumais la radio et j'entendais Philippe Solers qui insistait sur le fait que non seulement il avait été souvent attaqué, il se posait en victime, oubliant que sans doute que lui aussi il avait souvent attaqué, mais plus essentiellement il citait le poète russe Ossip Mandelstam qui disait « La poésie, c'est la guerre ». En fait, je suis retourné chercher la citation et Mandelstam disait « En poésie, c'est toujours la guerre ». Reprenant donc cette idée anticipant cette idée d'Harold Bloom sur la littérature comme agone, combat entre générations, entre factions, entre rivaux. Et il ajoutait, Mandelstam, la paix, les trêves ne surviennent qu'aux époques d'idiotisme social. Alors je ne sais pas si nous sommes dans une époque d'idiotisme social, une époque de paix, de trêve, d'accalmie, ou bien si nous sommes en pleine guerre littéraire. En tout cas, la camaraderie, comme on le voyait la semaine dernière, c'est l'illusion de l'amitié, et c'est une illusion que Lucien perdra dans le roman de Balzac, quand il comprendra, après coup, de retour dans sa province, qu'il s'était trompé en, je cite, prenant la camaraderie pour l'amitié. C'est bien là la confusion, et pourtant, on lui avait fait la leçon dès son arrivée à Paris, dès son initiation aux mœurs parisiennes. On lui avait dit, en l'occurrence Hector Merlin, l'un des journalistes, écrivain, je vous vois entrant dans le monde littéraire et journaliste, vous voyez qu'il s'agit bien du même monde, avec des illusions. Vous croyez aux amis. Nous sommes tous amis ou ennemis selon les circonstances. C'est un pays où il n'y a pas d'alliance qui ne soit de circonstances. Nous nous frappons les premiers avec l'arme qui devrait ne nous servir qu'à frapper les autres. Vous vous apercevrez avant peu que vous n'obtiendrez rien par les beaux sentiments. Si vous êtes bon, faites-vous méchant. Soyez hargneux par calcul. Si personne ne vous a dit cette loi suprême, je vous la confie et je ne vous aurai pas fait une médiocre confidence. Pour être aimé, ne quittez jamais votre maîtresse sans l'avoir fait pleurer un peu. Pour faire fortune en littérature, blessez toujours tout le monde, même vos amis, faites pleurer les amours-propres, tout le monde vous caressera. Hector Merlin fut heureux en voyant à l'air de Lucien que sa parole entrait chez le néophyte comme la lame d'un poignard dans un cœur. Bon, c'est un passage assez complet dans la description de cette guerre littéraire, comme l'amour. L'amour, la poésie, disait Éluard, et Mandelstam complétait la guerre, la poésie. La meilleure défense, c'est donc l'attaque en amour comme en littérature.
Mais au fond, si Lucien est perdu, c'est parce qu'il était déjà entré dans le cercle de l'hypocrisie, dans la casuistique de la camaraderie. Et lorsqu'il se rend aux galeries de bois du Palais Royal, lieu très célèbre, ces galeries d'Orléans qui sont aujourd'hui nues, mais qui étaient occupées par des boutiques en bois, notamment les librairies, ce coin de Paris que Jules Janin qualifie de temple de la librairie et de la prostitution publique. Eh bien, lorsqu'il se rend là, il est pris dans le cercle de la camaraderie, il y trouva grande société, il y donna la main à toute la littérature avec laquelle il avait fraternisé depuis une semaine. Il se crut un personnage et se flatta de surpasser ses camarades. Donc il y a la fraternité, mais il y a aussi la volonté de surpasser les camarades. La camaraderie ne va pas sans ce désir, l'emporter. Et il y a donc une logique de l'affrontement et de la domination. Il faudrait ici réfléchir à cette notion de fraternité d'armes qui revient si souvent et qui est en rapport avec l'amitié et la camaraderie. Cette fraternité, cette camaraderie qui autorise le respect de l'ennemi et la trahison de l'ami. On réfléchissait la semaine dernière avec Philippe Roger sur la persistance de la République des lettres dans la période qui nous intéresse ici, du milieu du XIXe siècle, d'un certain savoir-vivre, bon usage, dans la guerre, au moment qui est celui que décrivent Balzac ou Baudelaire. Ainsi, Lucien de Rubempré, dans Illusions perdues, écrit 3 articles successifs sur le livre de Nathan. Contre, puis pour, enfin pour et contre, ou ni pour ni contre. D'abord, sur commande, alors qu'il juge le livre bon, il faut qu'il broche un article qui le démolisse. Ensuite, Lousteau lui dit « Tu ne veux pas te faire un ennemi de Nathan. Nathan est journaliste, il a des amis, il te jouerait un mauvais tour à ta première publication. Il se vengerait. Donc, il faut faire un article pour, et Lousteau précise « On est anonyme pour l'attaque, mais on signe très bien l'éloge. » Enfin, pour établir définitivement sa puissance, dit-il, il doit écrire un article de revue où il résume et balance toutes les opinions émises sur le livre. Et la leçon est très claire, nous ne devons immoler et poursuivre que nos ennemis. S'il s'agissait d'un homme qui eût conquis un nom sans nous, d'un talent incommode et qu'il fallut annuler, nous ne ferions pas de réplique semblable, mais Nathan est un de nos amis. On est donc bien dans ce topos du pour et du contre. Le journaliste écrit aussi bien pour et contre qu'on trouve dans beaucoup de textes contemporains. Je citais la semaine passée la pièce de Scribe, le charlatanisme qui désigne le pays littéraire, le journalisme, avec le charlatan et son compère. Dans le charlatanisme, le journaliste écrit d'abord pour et puis contre. Et voici une gravure de Daumier qui résume bien. C'est une gravure du Charivari de 1837. Je vous apporte un article sur la loi nouvelle, mais ce serait pareil sur un livre ou sur une pièce de théâtre. Je l'éreinte drôlement. L'éreintage sera ma 3e figure de tout à l'heure. Vous verrez. Mais à quoi pensez-vous, monsieur Macaire ? Ça fait partie de la série Macaire journaliste. Ce n'est pas à nous qu'il convient d'attaquer cette loi-là. Nous devons la défendre. Ah, bien, je vais retoucher ça et je vous en fais un article mousseux en faveur de la susdite.
Voici pourquoi je traduisais la semaine dernière le puf de Stendhal par la mousse du fer mousseux. L'article mousseux, c'était exactement ce que Stendhal décrivait. Ainsi, Lucien est bien introduit dans ce réseau de la camaraderie inter-pares. Une fois, je cite, une fois admis dans le journalisme et dans la littérature, et que Balzac ne fait jamais de différence entre les deux, journalisme et littérature, sur un pied d'égalité, Lucien aperçut des difficultés énormes à vaincre au cas où il voudrait s'élever. Chacun consentait à l'avoir pour égal, nul ne le voulait pour supérieur. Il y a donc une interdiction à se détacher du lot, l'envie, la jalousie, qui les laisse tous au même niveau. Puis, vous le savez, Lucien vire de bord, passe de la presse libérale à la presse ministérielle, et l'ami devient l'ennemi. Lucien devint leur bête noire et fut tympanisé de la plus cruelle façon. Il y aurait beaucoup à dire sur ce verbe tympaniser qui signifie décrier publiquement. Au cœur de ce livre, on trouve bien cette dialectique de l'ami et de l'ennemi. Lousteau devint l'ennemi juré de Lucien. Lucien se fait des ennemis de ses amis, et aussi bien les anciens libéraux que les nouveaux ministériels. Dès lors qu'il a franchi la frontière, l'unité se refait contre lui. Vous vous êtes fait des ennemis d'autant plus puissants qu'ils vous étaient favorables. Ce qui chez un ennemi semble naturel est épouvantable chez un ami. Il devient donc cet ancien ami, ce traître, le traître, l'ancien ami. Dans la pièce de Scribe, le charlatanisme, on trouve de nombreuses expressions comme « passer à l'ennemi » ou on dit d'un journaliste « il n'est plus de notre parti ». Et on songe évidemment ici, on pourrait songer à la théorie du bouc émissaire de René Girard, puisque l'unité se refait dès lors que Julien est désigné comme la bête noire, l'ennemi juré. Il y a une sorte de communauté, de solidarité qui se ressoude contre lui, ou encore de fraternité. C'est ce que Sainte-Beuve appelle la sodalité. C'est cette sorte d'esprit de corps, de convivialité entre amis et avec les ennemis. Sainte-Beuve parle de cette sodalité buvante et chantante. Le lieu de la sodalité, c'est quelque chose comme l'orgie écuménique. Dans Les Illusions perdues, il est beaucoup question d'orgie, où justement on se retrouve entre amis et ennemis pour boire avec les actrices. Il y a de nombreux exemples dans la littérature de ces orgies écuméniques qui transcendent les frontières entre parties. Parfois d'ailleurs cela finit mal, sur le pré, avec des morts. Pendant la nuit on boit, mais au matin on envoie des témoins. Cette sodalité buvante et chantante, c'est la sodalitas latine, la camaraderie, la confrérie, justement. Derrière les partis, il y a quelque chose comme cette confraternité, ou ce que j'appelais tout à l'heure fraternité d'armes, esprit de corps. Balzac, à une page d'Illusions perdues, entreprend de comparer les mœurs littéraires de la fin des années 1830, le livre est publié en 1839, et celles du début des années 1820, en pleine bataille romantique, puisque l'intrigue, elle, est située en 1821. Et il repère des changements pendant cette vingtaine d'années. Aujourd'hui, dit-il, les haines se sont atténuées. Et voici comment il le définit. La camaraderie est devenue la plus sainte des libertés.
La camaraderie est devenue une sorte de norme, de règle. C'est ça qui définit cet esprit de corps. Les chefs des opinions les plus contraires se parlent à mots émoussés, à pointe courtoise. Une sorte de courtoisie définissant cette camaraderie, et Balzac semble regretter les luttes plus franches de 1821, car, dit-il, on a érigé certains vices en vertus. Donc la camaraderie, c'est bien un vice à ses yeux dans ces fleurets mouchetés. Le mot d'ordre de la camaraderie implique cette sorte de courtoisie hypocrite. Le climat littéraire serait donc moins hostile en apparence. Entre les deux camps, il y aurait cette sorte de complicité de journalistes malgré les partis. Il dit encore, en ce temps, l'esprit de parti engendrait des haines bien plus sérieuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les regards étaient chargés comme des pistolets, la moindre étincelle pouvait faire partir le coup d'une querelle. Donc il y avait cette grande violence dans la bataille romantique entre royalistes et libéraux, entre romantiques et classiques, ainsi qu'il le décrit. Mais tout de même, ces moments et ces lieux de rencontre, sinon de collusion, ces orgies écuméniques, parfois tragiques. Ainsi, Lucien de Rubempré, Lucien Chardon, qui est défendu par un seul journaliste que je mentionnais la semaine dernière, Martin Ville, ultra, détesté aussi bien par les libéraux que les ministériels, sont traités de petits et de grands Judas. Mais, je le disais, grâce à leur mise au ban, grâce à leur exclusion, eh bien, tous les autres peuvent s'entendre. Et Balzac évoque en effet ce qu'il appelle le secret des conventions signées par des plaisanteries après boire. On retrouve toujours ce moment de la boisson dans la connivence, les plaisanteries après boire ou aux galeries de bois, ces galeries de bois du Palais Royal, ou dans les coulisses de théâtre entre les journalistes des deux partis que la camaraderie unissait secrètement. Cette union, cette unité secrète dans ces quelques lieux parisiens. Derrière, sous les différents politiques, on observe donc cette sorte de sodalité, pour reprendre le mot de Sainte-Beuve. Aujourd'hui, je ne sais pas si on parlerait de sociabilité avec le néologisme qui accourt. Il y a beaucoup de témoignages de ces ententes entre camps ennemis, et il y en a même dans les années 1820. La polémique est donnée comme du théâtre pour faire parler, pour faire vendre, même en pleine bataille romantique. Et voilà un écho de 1822 dans un petit journal qui est cité par Roland Chollet dans sa préface d'Illusions perdues dans l'édition de la Pléiade. Cela raconte un déjeuner parisien. Monsieur le rédacteur, grande nouvelle, un déjeuner. Quels étaient les convives? Je vous le donne en 100. Le miroir à côté de la foudre, la quotidienne serrant la main au constitutionnel, la gazette faisant des agaceries au courrier. Tous les journaux sont là. Rien de plus vrai, je vous assure, nous sommes des fous de nous disputer pour des opinions. Balzac parle encore de ce qu'il appelle les forces auxiliaires d'une camaraderie puissante qui se trouve au-delà des frontières entre les deux camps. Et je pensais en disant cela à la longue expérience de Hugo, qui a traversé le siècle et toutes ces guerres, et qui est cité par Edmond de Goncourt en 1875, après un dîner chez Hugo où Goncourt a rencontré Banville et bien d'autres, et où il a entendu de beaux récits sur Royer-Collard,
Victor Cousin, Alexandre Dumas. Et la conclusion que tire Hugo de toutes ces rencontres, c'est celle-ci. Il n'y a de vraie haine que les haines littéraires. Les haines politiques ne sont rien. Je crois que c'est bien la leçon que l'on trouve dans cet esprit de corps d'Illusion perdue. Alors je voudrais prendre un exemple qui est celui des relations de Balzac et de Jules Janin, puisque j'ai parlé un certain nombre de fois de Jules Janin comme un personnage important dans ces querelles, comme il avait été important l'an dernier, puisqu'il parlait beaucoup du chiffonnier, justement, à la différence de Balzac, et qu'il était très sensible à ces petits métiers parisiens. Janin, c'est le modèle de Lucien de Rubempré dans Illusion perdue, par sa conversion des journaux d'opposition aux journaux ministériels à la fin de la Restauration, et puis par son soutien très rapide de la monarchie de Juillet. Il a basculé dès 1829-1830 du Figaro au journal des débats. C'est véritablement l'apostasie. Et cela lui sera reproché toute sa vie, puisqu'il occupera le feuilleton des débats, le feuilleton dramatique, le plus important, celui qui fait la pluie et le beau temps dans les salles de Paris pendant plus de 40 ans, de 1830 à 1873. La querelle avec Balzac était une querelle très longue, prolongée, entre vieilles connaissances. Il semble, du moins dit-on, qu'il se serait connu à l'étude de l'avoué Guionnet Merville, chez qui Balzac a été employé comme clerc de notaire dès 1816. Je cite Eugène de Mirecourt, puisque c'est la seule source, je ne pense pas qu'elle soit très crédible. Pour obéir aux ordres paternels, tout en faisant son droit, Balzac travailla chez l'avoué Guionnet de Merville, où il rencontra Scribe. Cela c'est exact, Scribe était clerc dans cette même étude, qui n'avait pas plus de vocation que lui pour la procédure. On nous affirme que Jules Janin remplissait alors dans la même étude les fonctions de petit clerc. Clerc de notaire, tous étudiants en droit. Est-ce crédible? Je ne sais pas, mais Mirecourt raconte cela dans un petit livre sur Balzac en 1854, où il continue, puisqu'il aime Balzac et il n'aime pas Janin, comme ceci, en s'adressant à Janin: vous lui enfonciez dans le talon votre lance de pygmée. Balzac se retourna, vous prit pour une mouche et continua d'écrire. Il ne daigna pas même vous administrer la correction pittoresque des anciens clercs de l'étude qui persécutaient Janin. Un seul mot a suffi pour vous terrasser, ô critique imberbe et pansu. Janin était devenu obèse. Que diable alliez-vous faire près de ce foyer lumineux, grosse phalène imprudente? Voilà de la pure diffamation. Et si Janin écrivait cela, c'était dans l'espoir d'être poursuivi en justice. Janin, cette fois-ci, s'est abstenu. D'habitude, il poursuivait. Entre Balzac et Janin, il y a donc un vieux contentieux très long, une guerre larvée, avec de nombreux épisodes prolongés, dont voici quelques témoignages. Janin écrit un compte-rendu d'un grand homme de province à Paris, la seconde partie d'Illusion perdue en 1839, et puis un article dans Les Français peints par eux-mêmes, ce grand monument de la littérature panoramique, l'article Le Journaliste, très important, où il prend systématiquement le contre-pied de tout ce que Balzac raconte du journalisme dans Illusion perdue. À quoi Balzac répond dans cette monographie de la presse parisienne de la Grande Ville, dans un autre de ces monuments de la littérature panoramique des années 40, dont Janin
rend compte dans le Journal des débats en 1843. Voilà un exemple de cette polémique qui se poursuit entre les deux. Janin qui se reconnaît dans ce Lucien Janus et qui demande dans son compte-rendu d'Illusions perdues quel était donc le petit journal, celui où travaille Lucien, qui vers le milieu du règne de Sa Majesté Charles X avait l'insigne honneur de voir chaque matin ces épigrammes répétés dans un certain monde oisif. Bien sûr, c'était le Figaro, le nouveau, le petit Figaro des années 26-29, le premier Figaro dans lequel Janin a fait ses débuts. Et c'est ainsi qu'il défend le journalisme contre Balzac, mais je dirais sans illusion, parce qu'il reconnaît la cruauté du journalisme, toujours dans le même compte-rendu de Balzac. Qui dit journaliste aujourd'hui dit en même temps un homme exposé à toute la rage meurtrière de l'instrument dont il se sert. Et c'est bien une figure obligée que ce journalisme anthropophage ou cannibale. Non seulement le journalisme nourrit le lecteur, comme dans le frontispice que je vous ai montré tout à l'heure, c'est dans la monographie de la presse parisienne de Balzac, avec cette légende, le public aime à ce qu'on lui serve chaque matin une foule d'auteurs embrochés comme des perdrix et bardés de ridicule. Donc il y a cette demande du public pour ces exécutions. Janin est très conscient de ce cannibalisme de la presse et même de l'autophagie. Bien avant que Balzac en parle, dès 1833, il dit que la presse est une puissance inexorable qui se dévore elle-même. La presse qui se dévore elle-même, bon, c'est quelque chose qui revient toujours chez lui. Bon, c'est un peu l'image de la Révolution française. La presse dévore ses enfants comme Saturne et comme la Révolution. Elle renverse sans cesse l'ami en ennemi, elle exécute. Pourtant, dans sa polémique avec Balzac, il voudrait promouvoir une image honnête, digne de la presse qui transcende les partis. Aussi insiste-t-il beaucoup sur cette fraternité des journalistes en dépit de leurs différences d'opinion. Il dénie la solidarité des factions, les articles de complaisance. En revanche, il insiste sur l'unité entre les ennemis, l'esprit de corps, et voici ce qu'il écrit dans son article des Français peints par eux-mêmes en 1841, donc contre le tableau de Balzac dans Illusions perdues. La fraternité des hommes de la presse française est passée en proverbe. Et même les étrangers ne se lassent pas de l'admirer. Ils ne comprennent pas que tant de gens dont les opinions sont si opposées, dont les drapeaux sont si contraires, se rencontrent à chaque instant de leur vie, non seulement sans haine et sans chagrin, mais encore avec la joie la plus naïve et la plus sincère. Carlistes, radicaux, républicains, centre-droit, centre-gauche, l'homme du pamphlet, on s'aborde, on se prend la main, on cause à cœur ouvert. L'idée ne viendrait à personne que la conversation à l'air libre puisse tourner contre vous le lendemain dans le journal. Alors on est en pleine monarchie de Juillet, et donc ce sur quoi insiste Janin, c'est sur l'union notamment des carlistes et des républicains, qui sont les deux extrêmes de l'opposition. Et bon, j'y reviendrai lorsque je parlais de la prison, des écrivains en prison, puisque, en effet, sous la monarchie de Juillet, les carlistes et les républicains sont dans le même couloir de la prison, et entre eux, évidemment, à Sainte-Pélagie, il y a une cohabitation paisible. L'homme du pamphlet dans ces années, c'est Cormenin, le pamphlétaire le plus célèbre. Il y a donc une sorte de
de double vie avec cette sociabilité, une vision lénifiante et orléaniste qui correspond bien au journal des débats, à cette vie littéraire apaisée contre Balzac qui préfère les haines franches. Mais ce que soutient également Janin, c'est qu'on peut très bien se rencontrer dans la vie, boire et manger ensemble, mais comme il le dit, le lendemain, on s'attaque. Et voici comment le texte continue. Celui-ci a attaqué celui-là le matin même, violemment attaqué la veille, il a répondu le lendemain sur le même ton, ou bien ils se sont rencontrés le pistolet ou l'épée à la main, celui-ci a sur les mains du sang de celui-là. Hélas, qu'il en est resté sur le pavé de ces braves gens qui tiennent si bien une plume, si mal une épée. Eh bien, regardez-les, c'est à peine s'ils se souviennent de ces violences pour et contre qui vont peut-être recommencer tout à l'heure. C'est peut-être un peu l'histoire de la bataille de Fontenoy, où, messieurs les gardes françaises, offraient le premier feu à l'ennemi, après quoi on se bat à outrance. On a donc le tableau d'une guerre d'Ancien Régime entre journalistes, de duel, allusion au duel d'honneur, entre adversaires. Je rappelais cette phrase de Grisier la semaine dernière, le duel, c'est entre des adversaires, non des ennemis. L'épée est l'arme du duel, la baïonnette est l'arme qui oppose les ennemis. On a donc une allusion tout à fait nette à la bataille de Fontenoy lors de la guerre de succession d'Autriche, et entre hommes de lettres, entre hommes de presse, c'est bien l'image de cette guerre en dentelle qui se maintient. Et il poursuit ici, c'est un passage très intéressant sur cette fraternité qui est au fond la chevalerie dont je parlais la semaine dernière. C'est chevaleresque entre les écrivains. Car dans la presse parisienne, pas un homme n'est à l'abri de l'épigramme. Je viendrai à l'épigramme la semaine prochaine comme forme du combat littéraire. Pas un n'est au-dessus de la satire et de la déclamation. Après avoir dévoré tout le monde, ils se dévorent les uns les autres. Vous voyez l'insistance de cette image de l'autophagie du pays littéraire. Ils se dévorent les uns les autres, attaque d'autant plus vive et d'autant plus vraie que chacun se connaît mieux. C'est cette guerre entre frères, cette guerre civile. Cependant, le public applaudit à cette violence, les auteurs sifflés font la haie autour des combattants en pensant qu'ils auront un peu de relâche, et voilà cependant les hommes que l'on accuse d'être des hommes de coterie quand il n'en est pas un qui n'ait été blessé par son voisin. Vous voyez qu'on a là une apologie de la presse, non pas comme coterie, non pas comme camaraderie, mais comme société d'honneur, un ordre de chevalerie. La guerre littéraire est décrite comme une noble joute entre des hommes de plume qui sont dignes des hommes d'épée de l'Ancien Régime. Les écrivains sont des aristocrates du nouveau siècle. Dans son article de 1860, justement sur les hommes de lettres des Goncourt, le livre qui deviendra Charles de Mailly plus tard, Janin oppose encore au tableau que dressent les Goncourt, un tableau maladif du pays littéraire, il oppose ce qu'il appelle la courtoisie, l'urbanité, la facétie, l'esprit joyeux. Toutes des références qui sont au fond à la Renaissance, à une Renaissance facétieuse de la joyeuseté après laquelle on peut se battre. Je conclurai avec Baudelaire, qui voudrait lui aussi faire sauter l'opposition des amis et des ennemis, se situer au-delà. Pour Janin, donc, ce n'est pas ami-ennemi, c'est la chevalerie dans laquelle on est ailleurs. Pour Baudelaire, je dirais également, mais ce n'est pas la même manière
de se situer au-delà. Ce n'est pas l'idéal noble de Janin. Mais voyez l'incipit du salon de 1845. C'est le jeune Baudelaire, celui des conseils aux jeunes littérateurs, qui parle justement de fraternité, là aussi de tendresse fraternelle dans ce texte. Baudelaire, nous pouvons dire au moins avec autant de justesse qu'un écrivain bien connu à propos de ses petits livres, ce que nous disons, les journaux n'oseraient l'imprimer. Nous serons donc bien cruels et bien insolents, non pas au contraire impartiaux. Nous n'avons pas d'amis, c'est un grand point, et pas d'ennemis. Ni amis, ni ennemis, mais impartialité. Depuis que M. Planche, un paysan du Danube, dont l'éloquence impérative, c'est le journaliste des Deux Mondes, s'est tu au grand regret des saints esprits, la critique des journaux, tantôt niaise, tantôt furieuse, jamais indépendante, a, par ses mensonges et ses camaraderies effrontées, toujours la dénonciation de la camaraderie, d'écouter le bourgeois de ces utiles guidanes qu'on nomme compte-rendu de salon. Voilà donc un texte qui veut se situer, et d'ailleurs c'est une brochure qui n'est pas publiée dans le journal, au-delà de la camaraderie et de la distinction des amis et des ennemis. Et un peu plus loin, dans ce même salon de 1845, cet exemple où Baudelaire dépasse l'antagonisme ami-ennemi. Nous ne connaissons à Paris que deux hommes qui dessinent aussi bien que M. Delacroix, l'un de manière analogue, l'autre dans une méthode contraire. L'un est M. Daumier, le caricaturiste, l'autre M. Ingres, le grand peintre, l'adorateur rusé de Raphaël. Voilà qui doit stupéfier les amis et les ennemis, les séides et les antagonistes. Et Baudelaire, ainsi, entend se situer avec impartialité au-delà de l'opposition, de la grande opposition d'Ingres et de Delacroix, en ajoutant Daumier, le caricaturiste, pour compliquer un peu les choses. Vous vous souvenez que Baudelaire commençait ses conseils aux jeunes littérateurs, que j'évoquais une autre fois. Il commençait ce texte en opposant les sympathies et les antipathies, mais vous voyez que là, dans le salon de 1845, il est, pour ainsi dire, au-dessus de la mêlée. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le témoignage d'Asselineau sur Baudelaire, dans son petit ouvrage sur Baudelaire, écrit après la mort du poète. Voici ce qu'il écrit. On retrouve le climat polémique, belliqueux. Toute génération, toute famille d'écrivains que groupe une communauté d'idées et de goûts trouve ou crée un endroit, journal ou revue, pour poser son programme. Il faudrait sans doute analyser cette image de la famille d'écrivains, qui, je crois, est plus rare que d'autres pour désigner le groupement, pour poser son programme. Ce journal fut, après 1840, le corsaire Satan. Baudelaire s'y trouva porté tout naturellement. Au reste, sa part de rédaction fut mince et se borna à deux ou trois articles qu'il répudiait plus tard et qui ne se retrouvent pas sur les listes qu'il a laissées d'œuvres à réimprimer. Au fond, le journalisme n'était pas son affaire. Sa nature aristocratique l'éloignait de ce pugilat en public qui rappelle l'arène et le cirque banal. Aussi les bureaux du corsaire furent-ils surtout pour lui un salon de conversation. Baudelaire, malgré sa collaboration aux petits journaux, à commencer par les Mystères galants, qui est un volume de calomnie, de chantage, au corsaire Satan, puisqu'il y a quelques articles dans le corsaire Satan, ou le projet du hibou philosophe, Baudelaire, dit Asselineau, n'avait pas cette ténacité du spadassin, l'entêtement du maître chanteur. D'ailleurs, dans la Fanfarlot,
Samuel Kramer, c'est un peu l'arroseur arrosé, puisqu'à la fin, il est victime de la fanfarlot. Et au fond, c'est peut-être ce manque de don pour la camaraderie, tel qu'on l'a entendu ici, qui explique son insuccès dans le monde de la presse. J'en ai fini avec cette deuxième figure de l'amitié, de l'inimitié, de la camaraderie, du compagnonnage, de la chevalerie avec Jeannin. Et la troisième figure que je voudrais aborder, c'est donc celle de l'éreintage, ou encore de l'éreintement, ou de l'exécution. Bon, on a déjà rencontré ces mots, et ils sont essentiels. Et je commence encore avec Baudelaire, le Baudelaire des Conseils aux jeunes littérateurs de 1846, qui est un vadémécum de l'écrivain. De l'éreintage. Un des petits chapitres est donc intitulé « De l'éreintage ». L'éreintage ne doit être pratiqué que contre les suppôts de l'erreur. Si vous êtes fort, c'est vous perdre que de vous attaquer à un homme fort. Fussiez-vous dissident en quelques points, il sera toujours des vôtres en certaines occasions. C'est un conseil de prudence, mais je voudrais d'abord m'interroger sur ce mot éreintage qu'utilise Baudelaire, puisqu'il est le seul à l'utiliser. Tous ses contemporains disent éreintement. Les deux termes sont des néologismes pour signifier une critique violente et malveillante. Mais il est intéressant de constater que Baudelaire est le seul, ou à peu près, avant longtemps, à utiliser éreintage avec ce suffixe, le suffixe en âge qui désigne plutôt l'action, tandis que le suffixe en ment, éreintement, désigne le résultat. Baudelaire insiste sur l'action plutôt que sur le résultat, et puis c'est même plus intéressant que cela, puisque de façon habituelle, on utilise un suffixe en âge avec un verbe transitif de sens concret et un objet inanimé. Balayage ou repassage. On balaye, on repasse des objets. Tandis que lorsque le complément est un nom de personne, on utilise de préférence le suffixe ment, dénigrement, éreintement, justement, à moins que l'on soit dans un registre de langage populaire ou argotique. J'ai employé le mot de chantage. Balzac emploie chantage, qui est un néologisme également. On parlerait de tabassage. J'ai employé également la dernière fois le mot de Flaubert, de prônage, prôner un livre. Dans le suffixe en âge, on a donc quelque chose de beaucoup plus brutal, de beaucoup plus abusif. C'est à la fois physique, violent et populaire. On peut ajouter que ce verbe éreinter, qui est à la base d'éreintement et d'éreintage, il est en concurrence dans les textes contemporains avec le verbe échiner. Et il semble le remplacer peu à peu, il semble le supplanter. Échiner ou encore échigner, forme populaire. Bon, et ce sont des synonymes, puisque échiner, c'est casser l'échine, éreinter, c'est casser les reins. Par exemple, Lucien dit à Lousteau « Je ne suis pas libre d'écrire ce que je pense », après qu'on a corrigé un de ses articles sur une pièce qu'il échinait. Et Lousteau lui répond « Il te faut une raison pour échiner la pièce d'hier. Échiner pour échiner, nous compromettrions le journal. » Il faut une raison autre qu'esthétique, il faut une raison politique pour échiner. Et puis lorsque
c'est un moment crucial dans Illusions perdues, lorsque Lucien doit exécuter l'ouvrage de son ami d'Arthez, on lui dit « son livre devait être échiné selon le mot classique ». Le mot échiné est donc le mot classique qu'Éreinté est en train de supplanter. Par exemple, dans cette caricature de Daumier, dans le Charivari, je vous disais la semaine dernière que les caricatures de Daumier sur le monde littéraire, elles sont assez misogynes et elles s'en prennent surtout aux femmes. Et c'est dans la série qui s'appelle Les Bas Bleus, dans le Charivari en 1844, où nous voyons ces femmes avec leurs plumes et leurs cigarettes ou leurs cigares. Nous voilà donc réunis, c'est la légende, pour écrire le premier numéro de notre journal, le sans-culotte littéraire. Qu'est-ce que nous allons commencer par échiner ? À quoi l'autre répond, pour commencer, échinions tout. N'insistons pas sur cette surreprésentation des femmes écrivains dans les caricatures de Daumier, notamment dans cette série, alors que dans cette analyse de la guerre littéraire, il s'agit plutôt d'une conception de la littérature dont elles sont absentes. Mais c'est pour insister sur ce mot échigner, échignement, qui est utilisé par Flaubert et les Goncourt, avec moins de fréquence qu'éreintement, mot nouveau. Voici, par exemple, Flaubert. Je choisis quelques exemples qui sont autour de la publication de Madame Bovary en 1857. Avant même la parution du roman, Baudelaire écrit à un ami en avril 1857. Bon, le roman a été publié dans la Revue de Paris, mais pas encore en volume. On commence même à me démolir. Et j'ai présentement sur ma table un bel éreintement de mon roman, publié par un monsieur dont j'ignorais complètement l'existence. Un bel éreintement de mon roman. Bon, être éreinté par un inconnu, c'est le début de la notoriété. En fait, l'inconnu est un ami, bien sûr. C'est un ami de Louise Collet, c'est Duranty. L'adjectif belle accompagnant éreintement, c'est un petit peu l'épithète de nature. Baudelaire écrit à Poulet-Malassis, juste avant la parution des Fleurs du Mal, à la fin de 1856, qu'il craint un bel éreintage général. Le bel éreintage général est en effet ce qui arrivera à Madame Bovary comme aux Fleurs du Mal. Et puis Flaubert écrit un peu plus tard, juste à la parution de Madame Bovary, « Avez-vous lu le rééreintement de la Revue des Deux Mondes signé Deschamps ? Ils y tiennent, ils écument. Est-ce bête ? Pourquoi tout cela ? Que dit le grand pontife Planche ?» Le critique de la Revue des Deux Mondes. « D'où vient l'acharnement de Bulose contre votre ami ? Pontmartin et Limérac, les autres sbires de la Revue des Deux Mondes, n'ont-ils pas écrit contre moi ? L'éreintement général. Et puis voici ce qu'il écrit à Ernest Feydeau quelques semaines plus tard. Non, mon cher monsieur, je n'ai commis aucune lâcheté, même de geste relative à votre endroit. Et avant de traiter un homme de couillon, il faut avoir des preuves qu'il l'est. Je trouve cette supposition gratuite et du plus détestable goût, mon bonhomme. Je ne laisse jamais personne échigner devant moi mes amis, c'est un privilège que je me réserve. Ils m'appartiennent, je ne permets pas qu'on y touche. Rassure-toi du reste, ton ami Aubrier ne m'a dit aucun mal de ta seigneurie, je l'ai vu seulement pendant 20 minutes à peu près, sitôt le dîner fini, il s'est embarqué. Voilà, et tu es un insolent. Et puis on lit un peu plus bas, dans la même lettre, « As-tu vu mon éreintement dans l'univers ?»
le journal de Veuillot. J'attire la haine du parti prêtre, c'est trop juste, les mannes dommées se vengent. Vous voyez, éreintement, échigné, et on est là encore avec Flaubert dans cette réflexion sur l'amitié littéraire. Je ne laisse pas échigner mes amis devant moi. On est donc avec un mot nouveau dans le dictionnaire Larousse. Larousse dit sous éreinté que cela relève du style du métier. C'est donc un mot du métier littéraire, et il ajoute cette précision à propos d'éreinté, non pas d'éreintement et d'éreintage, mais d'éreinté. Le mot existe dans la langue parlée, mais ce n'est guère que depuis 15 ou 20 ans, donc en gros depuis les années 1850, ce n'est guère que depuis 15 ou 20 ans qu'il a fait invasion dans le langage courant. On l'emploie quotidiennement. Donc, c'est un mot du Second Empire, et Baudelaire, qui l'utilise dès 1846, est précurseur. Larousse fait cette citation intéressante d'un critique. « Nous avons vu naître de nos jours un genre nouveau dans les lettres. Cela figure une boxe littéraire et cela s'appelle, en français nouveau, l'éreintement. » C'est l'une des premières occurrences de cette expression de boxe littéraire, alors que ce qui est important au XIXe siècle, c'est toujours la notion d'escrime littéraire. La guerre littéraire, c'est l'escrime littéraire, mais vous voyez que dès le dictionnaire Larousse, c'est-à-dire dès les années 1860, l'expression de boxe littéraire est introduite et se substituera peu à peu à celle d'escrime. L'éreintement est donc à la mode. Voici un article de l'Illustration de Francisque Sarcey. C'est un article sur la langue française. C'est un article sur le mot éreintement, publié dans l'Illustration en 1800. Où est-ce que j'ai la date 1861. 1861, donc à peu près contemporain du dictionnaire Larousse. C'est dans la rubrique mots et idées de la revue L'Illustration. Éreinté, éreinteur, éreintement. Éreinté. Voilà un bien vilain mot dont la fortune a été prodigieusement rapide. Tout le monde s'en étonne. Éreinté, cela veut dire au propre fouler ou rompre les reins, et en cette acception, le mot n'était pas reçu dans la bonne compagnie. On eût tué une jolie femme plutôt que de lui faire avouer qu'elle s'était éreintée à la promenade. On prend aujourd'hui ce terme dans un sens métaphorique. Il arrive tout naturellement sur les lèvres des personnes les plus distinguées, sous la plume des écrivains les plus délicats. On dit d'un orateur que son discours est un éreintement du ministère, ou d'un journaliste qu'il a éreinté un livre ou un tableau. On appelle éreinteurs ceux qui ont ainsi l'habitude d'éreinter. Messieurs Granier de Cassagnac et Veuillot s'étaient fait une grande réputation en ce genre, l'un dans le sacré, l'autre dans le profane. Granier de Cassagnac et Veuillot, que je citais la semaine dernière. Si on voulait en ajouter un troisième, Larousse, dans le Grand Dictionnaire universel, ajoute Proudhon, troisième éreinteur à l'autre extrême. Veuillot, ultramontain, Granier de Cassagnac, orléaniste et puis bonapartiste, et Proudhon dans le socialisme ou l'anarchie. C'est donc un mot d'une génération, et dans le sens figuré, on le trouve de manière très répandue dans la seconde moitié du siècle. Par exemple, dans cet extrait du journal des Goncourt, c'est en 1860, au moment de la publication de Charles de Mailly, qui s'appelle encore « Les hommes de lettres », après s'être appelé « La guerre des lettres », premier titre. Et voici ce qu'ils écrivent. « On nous dit
chez Dantu qu'il y a ce matin un article de Janin. Nous achetons les débats et nous trouvons 18 colonnes sur notre livre. 3 pages, 3 rez-de-chaussée. Nous nous attendions à un article au moins bienveillant et c'est un des éreintements les plus féroces de Janin. Au milieu de tous ces œufs à la neige du feuilleton, toujours la mousse de Janin, il y a une perfidie, c'est de faire de notre livre un tableau poussant au mépris des lettres, un pamphlet contre notre ordre, une amère et calomnieuse vengeance. Ils sont donc affectés par cet éreintement de Janin, si bien qu'ils en perdent l'appétit à déjeuner. Et puis, ils se rendent à la salle d'armes pour une leçon l'après-midi, et cela les requinque immédiatement. Éreintement, salle d'armes. Je pense que la juxtaposition est assez intéressante et elle nous montre cette belle faculté des écrivains pour retomber sur leurs pieds et se remettre d'un éreintement. Comment réagit-on quand on est éreinté, quand on est blessé? Eh bien, que disent-ils un peu plus bas? L'article, c'est une attaque qui a fait à notre livre une belle publicité. Donc on est passé de l'éreintement à la publicité par la perte d'appétit à déjeuner et l'après-midi à la salle d'armes. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière, éreintement, éreinté, on le trouve presque à toutes les pages du journal des Goncourt. J'exagère un peu, mais c'est l'un de leurs mots préférés. Ils sont constamment éreintés par Janin, Sainte-Beuve, Barbé d'Aurevilly, Sarcey, Pont-Martin, etc. Mais vous le voyez, l'honneur de l'éreintement est préférable à la conspiration du silence. Je cite ici Proudhon dans cette comparaison. Mais je reviens à Baudelaire, qui est donc le seul à employer éreintage, de l'éreintage, et il s'agit d'éreinter les suppôts de l'erreur. Les suppôts de l'erreur, c'est-à-dire les hérétiques, l'expression traditionnelle pour désigner les hérétiques opposés aux apôtres de la vérité, les tenants de la superstition contre les apôtres de la vérité, en postulant ici tout de même une morale de la camaraderie. N'éreintez pas un homme fort, car il sera un allié futur. On se retrouve toujours dans le pays littéraire. Il sera toujours des vôtres en certaines occasions. La roue tourne et les opinions sont contingentes. Le texte se poursuit en introduisant 2 protagonistes que vous allez reconnaître, car je les ai déjà souvent cités, et ce sont véritablement des hommes et des références importantes dans cette réflexion sur le combat littéraire des années 1820 ou des années 1870. Il y a, écrit Baudelaire dans ses conseils aux jeunes littérateurs, 2 méthodes d'éreintage, par la ligne courbe et par la ligne droite, qui est le plus court chemin. On trouvera suffisamment d'exemples de la ligne courbe dans les feuilletons de Janin. La ligne courbe amuse la galerie, mais ne l'instruit pas. La ligne droite est maintenant pratiquée avec succès par quelques journalistes anglais. À Paris, elle est tombée en désuétude. Monsieur Granier de Cassagnac lui-même me semble avoir trop oublié. Elle consiste à dire « Monsieur X est un malhonnête homme et de plus un imbécile, c'est ce que je vais prouver, et de le prouver primo, secundo, tertio, etc. Je recommande cette méthode à tous ceux qui ont la foi de la raison et le point solide. » Donc, 2 méthodes, ligne droite, ligne courbe. Évidemment, la ligne droite
et le plus court chemin entre deux points, mais il y a bien entendu ici aussi une allusion à l'escrime. Ligne droite, c'est une expression que l'on trouve chez Augustin Grisier, ce maître d'armes déjà cité, le maître d'armes du tout Paris littéraire dans les armes et le duel. On appelle ligne la direction que doit avoir l'épée pour menacer l'adversaire ou se défendre contre lui. La ligne s'adresse toujours à une partie du corps, de préférence à une autre. La ligne n'est jamais dirigée contre le fleuret ou l'épée de l'adversaire, mais elle est dirigée contre le corps, contre la partie du corps. Ligne, en termes d'escrime, se dit absolument de la ligne qui est directement opposée à l'adversaire. Et il s'agit de tirer droit. Bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur cette opposition de la ligne droite et de la ligne courbe, très importante. Ailleurs, chez Baudelaire, on peut penser au tierce qui réunit ces deux lignes. Et il n'est pas le seul à distinguer ces deux tactiques, la ligne droite et la ligne courbe. Sainte-Beuve aussi distingue ces deux tactiques, par exemple à propos de Latouche, que je citais la semaine dernière, l'article sur la camaraderie littéraire. Pour Sainte-Beuve, c'est un article écrit avec ligne courbe. Il écrit à ce propos « Percez et transpercez vos adversaires à la bonne heure, mais Latouche, n'osez point attaquer les gens en face. » Donc il y a cette opposition qui est là, et constamment on reprochera à Janin de refuser cette ligne droite. Mais je termine en évoquant, puisqu'il est temps de m'arrêter, oui, pour aujourd'hui, l'article dans lequel Baudelaire procède véritablement à un éreintement et sur lequel je repartirai la prochaine fois, c'est le salon de 1846 que vous pouvez regarder à nouveau d'ici là, l'éreintement de Baudelaire. Monsieur Horace Vernet est un militaire qui fait de la peinture. Je hais cet art improvisé au roulement de tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l'armée, la force armée et tout ce qui traîne des armes bruyantes dans un lieu pacifique. Cette immense popularité qui ne durera d'ailleurs pas plus longtemps que la guerre, c'est la guerre en Algérie, et qui diminuera à mesure que les peuples se feront d'autres joies, cette popularité, dis-je, cette vox populi, vox dei, est pour moi une oppression. C'est sur le tableau de la bataille d'Isly, montré au salon de 1846. Baudelaire n'est pas le seul à critiquer sévèrement ce tableau, mais je redémarrerai la prochaine fois de ce qu'il a à en dire, puisque voilà l'exemple de l'éreintage baudelairien, à propos duquel, précisément, il fera un commentaire sur la ligne droite et la ligne courbe dans la critique. Je vous remercie.